Dans l'univers foisonnant des shonen, il est un aspect souvent relégué à l'arrière-plan, le prix du devoir. Car derrière les grandes batailles et les triomphes se cache une vérité glaçante. Certains métiers dans ces mondes de chaos ne promettent ni gloire, ni richesse, mais un aller simple vers la mort. Des métiers où l'espérance de vie se compte en jours, où l'on jure fidélité non à la victoire, mais au sacrifice. Être pourfendeur dans Demon Slayer, exorciste dans Jujutsu Kaisen, assassin dans Sakamoto Days, soldat du bataillon d'exploration dans l'attaque des titans. Ces rôles ne sont pas de simples titres, ce sont des condamnations déguisées en mission. Aujourd'hui, nous allons les classer selon leur dangerosité, via les critères d'évaluation suivants: le taux de mortalité, le niveau de menace ennemie, la protection institutionnelle, l'impact psychologique et enfin la probabilité de retraite. Mais avant de commencer, dis-moi quel métier tu souhaiterais faire toi et pense à t'abonner à liker la vidéo pour me soutenir. Pourfendeur, un mot simple, un nom noble. Mais derrière cette appellation se cache un métier plus proche du martyr que du héros. Car dans l'univers de Demon Slayer, devenir pourfendeur, c'est signer un pacte avec la mort. Non pour la fuir, mais pour l'affronter. Chaque nuit, chaque mission, chaque souffle. Le manga nous expose dès l'arc de la montagne Natagumo à une statistique folle. Près de 80% des escouades envoyées pour une seule mission sont anéanties. Sur une centaine d'élèves formés chaque année pour devenir pourfendeur, très peu dépassent l'examen de sélection et encore moins atteignent le rang de pilier. Le manga se termine avec plus de la moitié des piliers décimés. Ces derniers sont les combattants les mieux entraînés, donc censés être les plus forts, à l'abri, ce qui donne une idée du danger pour les rangs inférieurs. On ne survit pas à la guerre contre les démons, on y résiste le plus longtemps possible. Les démons sont des entités immortelles, capables de régénération quasi instantanée, dotées de pouvoirs sanguinaires aux effets variés, empoisonnement, illusion, explosion, etc. Les lunes supérieures, au nombre de 6, sont restées intouchables pendant plusieurs siècles. Aucun pilier n'a réussi à tuer l'une d'entre elles depuis plus de 100 ans, avant Tanjiro. L'écart entre l'humain et le démon est ontologique. Un démon est conçu pour gagner. Il est supérieur en vitesse, en force, en endurance. Pour les vaincre, un pourfendeur doit atteindre une quasi-perfection physique et mentale. C'est l'équivalent d'un pompier affrontant un volcan avec un seau d'eau. Les pourfendeurs ne sont pas reconnus par le gouvernement, ni protégés par aucune autorité publique ou militaire. Ils agissent dans l'ombre, souvent sans aide. Ils sont livrés à eux-mêmes dès leur entrée dans l'organisation. Les soins médicaux dépendent uniquement de la petite équipe du domaine des papillons, dirigée par Shinobu. Les armes fournies sont certes puissantes, mais doivent être maniées avec un style de respiration, ce qui nécessite des années de pratique. Tengen, pilier du son, dira que le sacrifice est la norme, pas l'exception. Tanjiro, pourtant psychologiquement solide, s'effondre mentalement à plusieurs reprises. Il subit des états de transe et des cauchemars post-traumatiques plusieurs fois au cours de l'œuvre. Le sentiment de culpabilité est omniprésent. Ne pas avoir pu sauver, avoir vu ses camarades tomber, se sentir inutile face à une force écrasante. Plusieurs personnages ont dévoué leur existence entière à une vengeance ou à un deuil, comme la majorité des piliers. Il n'existe aucune procédure de retraite officielle dans le corps des pourfendeurs. La plupart des survivants sont soit handicapés à vie, soit totalement brisés mentalement. Tengen Uzu est un rare cas de retraite vivante. Après la perte de son bras et d'un œil, même lui reconnaît qu'il a eu une chance inouïe et que ce n'est pas la norme. Les piliers meurent jeunes, les pourfendeurs de rang moyen aussi. Voici donc le score final de Demon Slayer. Je te laisse mettre pause. Être exorciste dans Jujutsu Kaisen, ce n'est pas seulement affronter des fléaux, c'est se dresser face à l'horreur de l'invisible, là où les lois de la physique s'inclinent et où l'âme humaine est broyée sous le poids des malédictions et des fléaux. Les exorcistes sont divisés par grade, de 4 à 1, puis à grade spécial. Il est explicitement dit que la majorité des exorcistes de grade 4 n'ont aucune chance contre les fléaux de grade 4, ce qui signifie que le niveau minimal ne permet même pas de survivre à un ennemi de niveau équivalent. Le taux de mortalité est si élevé que le simple fait d'atteindre le grade 1 est rare. La présentation de Gojo Satoru lui-même comme le seul à pouvoir contenir les menaces de grade spécial souligne la faiblesse relative de tout le reste du corps des exorcistes. Après tout, un seul homme régit l'équilibre du monde entier et sa disparition aura plongé le monde dans le chaos. Les fléaux naissent des émotions humaines négatives, rendant leurs origines infinies et incontrôlables. Haine, peur, colère, ressentiment. Cela fait d'eux une génération éternellement renouvelée. Les fléaux de grade spécial comme Maito, Jogo, Sukuna, Kenjaku possèdent des techniques de malédiction totalement abusées. Maito peut reconfigurer l'âme humaine par un simple contact. Jogo, lui, manipule la lave à un niveau cataclysmique. Sukuna, l'antagoniste central, est littéralement une divinité démoniaque, incarnée dans le corps d'un exorciste humain. Ce qui rend ces menaces encore plus terrifiantes, c'est qu'ils évoluent. Les fléaux sont capables d'apprendre, de s'adapter comme Maito qui devient plus fort à chaque confrontation. Ils comprennent les émotions humaines, ils manipulent, torturent, tuent,
non pas pour vaincre, mais pour détruire ce qui rend humain. L'exorciste ne combat pas des monstres, il affronte les manifestations de ce que l'homme refoule. Les fléaux ne sont pas des ennemis, ce sont nos péchés incarnés, nos souvenirs violés. Les exorcistes sont formés dans des écoles, Tokyo et Kyoto, et ces institutions sont politiquement corrompues. Le conseil des supérieurs, autoproclamé, prend des décisions arbitraires, souvent meurtrières. Par exemple, la condamnation immédiate d'Itadori dès le début de l'histoire. L'élite est politisée, et les exorcistes ne sont que des pions. La vie humaine y a peu de valeur. Les étudiants sont envoyés en mission sans préparation. Itadori, Megumi et Nobara, encore novices, sont confrontés très tôt à des fléaux hors de portée, comme la malédiction du centre de détention. L'accès à des soins, du soutien psychologique ou de la reconnaissance est inexistant. Ce sont les personnages eux-mêmes qui gèrent leur trauma, souvent dans le silence, comme on l'a vu avec Nanami. Le manga de J.J. Akutami est profondément nihiliste. Chaque personnage est en lutte avec une forme de vide existentiel ou de souffrance morale. Itadori Yuji doit vivre avec la culpabilité de tuer des humains ou de voir des innocents mourir à cause de lui. Megumi, lui, est tenté par sa sœur et son passé. Nanami est l'exemple parfait de l'exorcisme désabusé, revenu dans le monde de l'exorcisme par pur sens du devoir et non par foi. Sans parler de la souffrance émotionnelle de Gojo, personne ne pouvant comprendre sa solitude. Aucun personnage n'est épargné. Il n'existe aucun protocole de retraite dans le monde de Jujutsu. La majorité des exorcistes meurent avant même de dépasser 30 ans. Ceux qui souhaitent se retirer sont soit éliminés, soit marginalisés, comme Nanami, qui revient à contre-cœur dans le système. Gojo, le plus puissant, est scellé, puis trahi. La vie post-exorcisme est utopique, voire inexistante. Voici donc le score final d'un exorciste. L'assassin ne combat pas pour l'honneur, ni pour la justice. Il est l'ombre de l'ordre. Mais à ce jeu-là, c'est toujours la mort qui tire la première. Sakamoto Days nous présente un monde où les assassins vivent avec une cible dans le dos, y compris les plus talentueux. Dès le chapitre 1, Sakamoto lui-même est traqué après avoir pris sa retraite. Pourquoi ? Parce que personne ne quitte ce métier vivant. L'organisation de la JCC fonctionne selon une logique de sélection naturelle. L'échec est sanctionné par l'exécution immédiate, comme on le voit avec les nettoyages réguliers. Le métier d'assassin est la seule profession où ton espérance de vie diminue avec l'expérience. Plus tu deviens dangereux, plus ta propre existence devient une menace pour ceux qui t'emploient. À ce niveau de cynisme, le taux de mortalité n'est pas un risque. C'est une échéance. Contrairement au shonen classique, les adversaires ne sont pas des démons ou des fléaux, mais d'autres humains. Tous aussi surentraînés, tous aussi létaux. Le danger vient de la parfaite égalité des forces. Ce n'est pas le monde du héros contre des monstres. C'est un monde d'élite contre d'autres élites. La montée en puissance des antagonistes est effroyable. Takamura, membre de l'ordre, est une incarnation de la mort silencieuse. Une seule attaque, une ville rasée. Gaku incarne la folie meurtrière, sans règle ni morale. Slur, lui, maître du chaos, recrute des tueurs et les transforme en armes vivantes. Chaque affrontement peut virer au massacre en une seule erreur. Le vrai cauchemar pour un assassin n'est pas d'affronter un ennemi plus fort, c'est de ne jamais savoir d'où viendra l'attaque. Car dans ce monde, le danger est à ton visage, ton sourire, ta voix. Et il frappe quand tu baisses ta garde, pas quand tu dégaines ton arme. La JCC est l'institution centrale qui gère la formation et la régulation des assassins. Mais elle est corrompue, déshumanisée et bureaucratique. Aucun code moral n'existe. Les vies humaines sont des pions. Le recrutement de l'ordre, groupe d'élite, se fait sans consentement. L'institution ne protège pas ses membres, elle les exploite. Le moindre soupçon entraîne la mort. Les anciens, comme Sakamoto, sont traqués. Le message est clair, pas de sortie, pas de faiblesse, pas de retraite. L'assassin vit dans un monde où même son employeur est un ennemi potentiel. Tu ne vis que tant que tu es utile. Il y a les cicatrices invisibles. Sakamoto, malgré sa nouvelle vie paisible, est tenté par ses crimes. Il a choisi de changer, mais son passé ne le quitte jamais. Shin, ancien tueur télépathe, souffre d'un mal existentiel profond. Entendre les pensées de ses cibles, connaître leur peur, leur haine, leur innocence parfois. Slur, lui, recrute en exploitant les failles mentales et les souffrances individuelles. Il transforme la douleur en arme. Le manga, lui, s'ouvre sur l'exception. Sakamoto, ancien tueur légendaire, a pris sa retraite, mais il est immédiatement retraqué, menacé, forcé de redevenir actif. Aucun autre assassin n'a réussi ce qu'il a fait, et même pour lui, la menace est constante. Il vit dans l'ombre d'un retour forcé. Les membres de l'ordre, une fois engagés, meurent en service. Il n'y a aucun plan de sortie, aucun protocole de retraite, aucune protection. La seule retraite, c'est la mort ou l'exil total. Voici donc le score final. Dis-moi toi, t'aurais mis quel genre de note? Être soldat du bataillon d'exploration, c'est d'accepter de mourir pour que d'autres puissent vivre sans avoir peur. C'est courir vers l'inconnu, le vide,
la bouche du titan. Dès les premiers épisodes, la série expose l'horreur statistique du bataillon d'exploration. Environ 30% de survie par mission extérieure, ce qui veut dire que 70% des soldats envoyés hors des murs meurent. La mission de Trost, la bataille de Shiganshina, le combat contre le titan féminin ou le titan bestial. Chaque opération militaire est une boucherie. Le moment le plus emblématique est la charge suicidaire contre le titan bestial, ordonnée par Erwin Smith. Un régiment entier est sacrifié pour une chance infime de victoire. Les ennemis sont les titans, des créatures de 3 à 60 mètres de haut, souvent dotées d'une régénération quasi instantanée. Pire encore, certains titans sont en réalité des humains métamorphosés, comme le titan cuirassé, féminin ou colossal, et sont donc dotés d'intelligence. Même après la révélation du monde extérieur, le bataillon affronte des armes à feu, des avions, des bombes. À chaque arc, la menace évolue et dépasse l'entendement. On ne se bat plus contre des monstres, mais contre des systèmes géopolitiques. Le bataillon est méprisé par la population, considéré comme un ramassis de fous et de suicidaires. Il reçoit moins de financement que les brigades spéciales, chargées de garder la noblesse, alors qu'il est la seule force active contre les titans. Il faut attendre le coup d'état orchestré par Erwin pour que l'institution commence à bénéficier d'un soutien, un tant soit peu sérieux. Le soldat du bataillon est l'image parfaite du sacrifice ignoré. Il meurt pour une humanité qui le hait, pour un roi qui le méprise, pour une vérité qu'il ne connaîtra jamais. Mikasa, Armin, Jean, Connie, Sacha, tous perdent leurs camarades, parfois leur propre innocence. Erwin incarne à lui seul le dilemme moral éternel. Sacrifier la vie de milliers pour un infime espoir de victoire. Levi, pourtant invincible, est tenté par chaque mort dans son escouade, notamment celle de Petra. Survivre, mais pourquoi? Très peu de soldats atteignent la retraite. Erwin meurt avant de connaître la vérité. Sacha meurt après avoir survécu à l'enfer, tué par une enfant. Angie meurt en défendant ses amis, dans un dernier acte de bravoure solitaire. Levi survit, mais il est mutilé, brisé et isolé. Ceux qui parviennent à quitter le front, Jean, Connie, Mikasa, sont traumatisés à jamais. Voici donc la note finale. Honnêtement, je trouve que ça va. Bon voilà, nouvelle vidéo avec un concept un peu original. À choisir parmi la liste, je choisirais certainement de devenir assassin. Au moins, on ne combat pas des monstres. Propose-moi d'autres concepts du style en commentaire. Sachant que je vous lis tous, abonne-toi et like la vidéo pour me soutenir. Le montage m'a pris pas mal de temps. Tous mes autres réseaux sont en description. Nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, peace out.